À partir de ce stade, on va voir un peu plus dans le détail les fonctions de l'interface digestive, en commençant par le rôle nutritionnel et le processus de digestion qui va commencer au niveau de la bouche avec la mastication, la sécrétion d'enzymes comme les amylases. On a ensuite l'œsophage qui permet de conduire cette nourriture depuis la bouche jusqu'à l'estomac avec un système anti-reflux. Au niveau de l'estomac, on a la formation du bol alimentaire avec sécrétion de sucs gastriques comme la pepsine et puis l'acide chlorhydrique qui vont acidifier le milieu gastrique, ce qui va commencer la digestion protéique, mais aussi empêcher les infections par des pathogènes, puisque dans un milieu acide, il est beaucoup plus difficile pour des pathogènes de survivre. On a une évacuation vers l'intestin grêle qui est rythmique, et on a la participation du foie, notamment par la sécrétion d'acide biliaire, et du pancréas avec la sécrétion exocrine d'enzymes digestives comme des amylases, des protéases et des lipases qui vont continuer à digérer nos aliments. L'absorption des nutriments, des minéraux, des vitamines, des nutriments en général se fait au niveau de l'intestin grêle, mais va se faire à différents niveaux parce que l'intestin grêle n'est pas uniforme dans sa capacité à absorber les aliments. On va voir en particulier qu'au niveau du duodénum, on va avoir plus une absorption de certains minéraux comme le fer, certains glucides, des protides, lipides, sodium et eau. Et au niveau de l'iléon, on va plus retrouver une absorption de certaines vitamines comme la B12 et un recyclage des acides biliaires. Et au niveau du côlon, on a une digestion finale, c'est la digestion colique par des bactéries du microbiote intestinal. Donc c'est là qu'on va retrouver la masse la plus importante de bactéries qui va constituer presque jusqu'à 40% du poids fécal. L'autre rôle de l'interface digestive, c'est son rôle immunitaire. On en avait parlé un petit peu dans la première vidéo. Alors, on rappelle que l'épithélium intestinal offre une grande surface de contact. Si on pouvait déplier cet épithélium, on obtiendrait une surface de 300 mètres carrés de surface. Donc c'est très utile pour augmenter cette surface de contact entre le milieu extérieur du système digestif, donc par où les aliments arrivent, et le milieu intérieur, c'est-à-dire une fois qu'on a traversé cet épithélium et ces différentes couches qui composent l'intestin pour arriver au système lymphatique et au système vasculaire. Donc on a une zone de contact entre les aliments et des bactéries et entre les résidus, les produits de la digestion et des cellules. Alors ce sont d'abord les cellules intestinales, mais aussi des cellules immunitaires qui vont devenir compétentes, c'est-à-dire qui vont être activées, qui vont pouvoir ensuite agir au niveau systémique, donc dans d'autres tissus, dans d'autres organes. Autre rôle important de l'interface digestive, c'est son rôle métabolique, avec notamment la production d'acides gras à chaîne courte comme l'acétate, le propionate, l'ubutyrate, qui sont des produits issus du métabolisme microbien des glucides qu'on va retrouver dans les fibres alimentaires. Donc ces fibres alimentaires vont servir de nourriture à ces bactéries qui vont ensuite produire ces acides gras à chaîne courte. Il va y avoir ensuite une stimulation, une production de certains modulateurs qui vont agir à distance au niveau de certains organes comme le foie, le pancréas, l'estomac, le tissu adipeux et le cerveau. Et ces modulateurs vont permettre de contrôler notre métabolisme. Je pense en particulier au contrôle de la sécrétion d'insuline, de la production de glucose et de la synthèse de cholestérol. Un autre rôle de l'interface digestive, c'est l'axe intestin-cerveau qui est en fait l'ensemble des communications qui vont s'établir entre l'intestin et le cerveau. On a des millions de neurones qui permettent la communication entre ces deux systèmes. On appelle ça le système nerveux entérique. Donc il y a des communications qui se font de manière ascendante de l'intestin vers le cerveau et des communications descendantes qui vont du cerveau vers l'intestin, et ce qui nous permet d'être informés sur notre état physiologique, ressentir la douleur, l'appétit, mais aussi on a des
un système nerveux végétatif qui s'occupe eh bien du processus de la digestion. Donc c'est un processus qui se fait de manière inconsciente, mais qui est très finement régulé. Donc on a tout un ensemble de sécrétions, de cytokines qui vont participer à la maturation, au contrôle du système immunitaire. On a aussi des neuropeptides et des hormones comme la sérotonine, dont la production se fait essentiellement au niveau du système intestinal et qui vont avoir un effet sur notre comportement, sur nos humeurs. On a donc un effet de contrôle qui est exercé par l'intestin sur notre cerveau et réciproquement. Alors quand il y a un problème au niveau de cette flore intestinale, quand il y a un déséquilibre au niveau des différentes populations de ces bactéries, eh bien, on peut arriver à un état de santé qui se détériore. On parle d'une dysbiose. C'est défini comme un déséquilibre qualitatif et ou quantitatif eh bien, du microbiote intestinal, et ça peut déboucher sur un état pathologique avec un certain nombre de maladies. Alors qu'est-ce qui peut participer à ce déséquilibre? Il y a de nombreux facteurs environnementaux. Déjà, il y a l'alimentation. L'alimentation va avoir un effet fondamental sur l'état de santé de notre microbiote. Il faut en particulier lui donner tout ce dont il a besoin, des fibres alimentaires, on l'a vu, avec cette production d'acides gras à chaîne courte. Le manque de sommeil, par exemple, va avoir une influence sur notre microbiote. La prise de médicaments, évidemment, les xénobiotiques, on en avait parlé. Aussi l'infection, si on est sujet à des infections parasitaires, ça va changer les proportions des différentes populations de bactéries, et avec des effets sur notre santé. On a une sensibilité génétique. Tous nous venons avec un code barre génétique, et on est plus ou moins sensible à ces variations de microbiote. L'exercice physique va avoir une influence sur la composition du microbiote, sur notre santé microbiotique. Le tabac, évidemment, l'alcool, le stress, qui est un facteur qui va modifier notre microbiote. Et puis, évidemment, certains déficits en vitamines, comme la vitamine D, par exemple, et l'hygiène. Voilà. En gros, donc, ce sont les différents facteurs qui peuvent influer sur l'état de notre microbiote. Alors, dans un cadre de dysbiose, il va y avoir différents problèmes qui vont commencer à se présenter au niveau déjà de l'intestin, mais aussi il va y avoir des répercussions au niveau de différents organes qui nous composent, au niveau de la peau, au niveau de la bouche, au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du foie, au niveau du squelette. Au niveau du tissu adipeux, il y a des personnes par exemple qui sont obèses parce qu'elles ont un problème, une dysfonction au niveau de leur microbiote. Donc on va essayer de les aider par l'alimentation, et aussi en modifiant cette flore intestinale pour qu'elle retrouve un métabolisme à peu près normal.